Ok, donc bonjour à tous. Alors on enregistre, donc c'est jeudi après-midi, donc on aura une grosse journée avec l'entretien de ce matin avec Monsieur le maire Noël Mamère, qui s'est donc très bien passé et qu'on espère pouvoir vous transmettre très rapidement. Alors, ce soir, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on revient à notre fameuse émission étude de cas, et donc rencontre avec des acteurs de la vie sociale qui peuvent soutenir ou s'opposer à des réformes législatives. Et suite à notre entretien avec le comité de mobilisation de Bordeaux 3, alors vidéo que nous allons refaire pour pouvoir avoir un meilleur son, ou la retravailler, histoire que vous puissiez entendre quelque chose, ce serait pas mal. Nous recevons ce soir, suite aux déclarations qui avaient été faites dans la vidéo, des représentants de l'Action française, qui avaient été spécifiquement visés par les membres du comité de mobilisation, pour qu'ils puissent nous expliquer qu'est-ce que déjà l'Action française, quelles sont les actions qu'elle effectue sur Bordeaux, quelle est sa position sur la loi travail, et quelles actions elle a pu mener par rapport à cette loi. Alors, donc ce soir, alors je vais pas me rappeler les prénoms, donc on va faire ça plus simplement, je vais faire passer le micro, si vous pouvez vous présenter. Alors bonsoir, je m'appelle Henri, je suis étudiant en histoire, j'ai un master d'histoire politique. J'étudie encore l'histoire, je prépare des concours pour enseigner. Je suis à l'Action française depuis juin 2013 et je suis co-responsable de la section jeunes et aussi responsable du pôle formation à travers les conférences du cercle Jean-Baptiste Lynch que nous organisons une fois par mois en plus des réunions hebdomadaires du mouvement. Alors bonjour, moi c'est Charles, je suis étudiant en histoire également. Et donc je suis le responsable de la section bordelaise d'Action française. Bonsoir, moi je suis Yves, je suis étudiant en droit et je suis depuis peu adjoint du responsable de la Fédération Aquitaine d'Action française. Et voilà. Alors moi c'est Stéphane, je suis étudiant à Sciences Po Bordeaux et je suis aussi adjoint au pôle étudiant de la section bordelaise d'Action française. Parfait. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement. Est-ce que l'un d'entre vous, pourrait m'expliquer ce qu'est l'Action française, c'est-à-dire que, pour vous expliquer ce qui s'était passé dans la vidéo, c'est-à-dire que les personnes avaient présenté l'Action française comme un groupement politique. J'avais récupéré le micro à ce moment-là, afin d'expliquer que l'Action française n'était pas un groupement politique, mais était un groupement, entre guillemets, sociétal, mais qui permettent au-delà de la politique, qui permettent de la formation, qui permettent un aspect plus pédagogique sur certains points, qui n'étaient pas simplement un mouvement politique comme pouvait l'être le Front National, l'UMP, le PS, etc. Voilà. Alors déjà tout de suite pour répondre, l'Action française n'est pas un parti, c'est un mouvement. Je vais revenir en deux phrases sur qui nous sommes. Donc l'Action française, c'est un mouvement patriote et royaliste, c'est un des plus vieux mouvements politiques français encore en activité, qui a été fondé en 1899, dont le principal intellectuel est Charles Maurras. Je fais vite. Et tout de suite sur la question sociale. Non, mais vous pouvez développer. L'avantage d'Internet, c'est qu'on n'a pas besoin d'être tenu par le temps. L'Action française, c'est, on va dire, dans son ADN, c'est tout de suite intéressé à la question sociale. Il y a plusieurs exemples qui montrent cela, notamment le plus connu, qui est le Cercle Proudhon, qui est donc une expérience politique qui a eu juste avant la Première Guerre mondiale, dans laquelle des gens de l'Action française ont tendu la main vers des anarcho-syndicalistes afin de répondre aux questions sociales à laquelle la République, selon eux, n'arrivait pas à répondre. Je pense qu'il faut préciser aussi que l'Action française arrive donc à la fin du 19e siècle et qu'avant l'Action française qui a marqué une rupture et un renouveau dans le royalisme en France, il y a eu tout un courant du royalisme qui s'était penché sur la question sociale et évidemment même si les enjeux sont pas les mêmes depuis le 19e et aujourd'hui au début du 21e, voilà, c'est pour insister sur le fait que dans l'ADN du royalisme français, même en dehors de l'Action française, cette question sociale est très présente.
Alors, donc, mais enfin, on en parlait tout à l'heure au moment de la présentation, vous me confirmez également que l'Action française organise des sessions de formation, des universités d'été, des actions pédagogiques, des conférences. Voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le but de l'Action française, c'est aussi d'entretenir le débat intellectuel et politique. Et elle a aussi, je dirais, dans sa tradition et dans son ADN, le souci de la formation de ses militants d'une part, mais également de tous ceux que le bien commun intéresse, tous ceux que la politique intéresse, l'histoire, etc. Donc on organise régulièrement, une fois par semaine, donc des cercles de formation et une fois par mois, en général, des conférences avec une ampleur un peu plus grande sur des thèmes alors qui sont assez variés. Par exemple, cette année, on s'est beaucoup intéressé au transhumanisme, par exemple. On a invité Éric Letty, qui est venu présenter son livre écrit avec Guillaume de Prémard sur le meilleur des mondes. Nous recevrons bientôt Philippe Minard, qui est le rédacteur en chef de l'Action française 2000, puisqu'effectivement, l'Action française c'est aussi un journal, et qui nous parlera également du transhumanisme. Donc oui, là, l'objectif également est de susciter des débats et des discussions sur des thèmes importants. Et je rajouterai juste une dernière chose, c'est que c'est aussi l'Action française a aussi une université d'été qui est la plus ancienne depuis 1954, c'est le 53 pardon, qui est le camp Maxime Rennes-Delsart, le CMRDS, voilà tous les noms. Oui, un journal, l'Action française, bien connu des étudiants en droit, pour l'arrêt du même nom en droit administratif. Voilà. 1935. 34. 1934. C'est simple, c'est la même année que les ligues. C'est juste après le février. Ah oui, non, mais c'est la même année que les ligues. N'essayez pas de m'avoir sur l'histoire de France, là. Avec Simon, les ligues datent de 1934. Oui. Non, c'était pas la Ligue 1, oui, ça je sais, oui. C'était un peu plus funky, oui. Mon Dieu. Bref. Alors, nous allons essayer de passer, à ce qui faisait un petit peu le cœur de l'émission, donc de cette première émission, étude de cas, qui est, la question de la loi travail, donc la loi El Khomri. Est-ce que l'Action française, a une position claire et unifiée, au point de vue national ou régional, sur la question de la loi El Khomri et sur la position que peut défendre l'Action française par rapport à ce texte. Ah oui, alors tout à fait, il y a une position unifiée au niveau de la France, qui est que de toute façon, un salarié n'est jamais assez protégé et une entreprise, dans le contexte de la mondialisation, n'est jamais assez flexible. Et du coup, face à ce paradoxe, on ne peut pas prendre le risque d'aggraver la précarité qui est déjà grande parmi les travailleurs, sachant que cette loi n'apportera pas beaucoup d'emplois, ne créera pas beaucoup d'embauches parmi les entreprises, et néanmoins l'Action française apprécie tous les efforts qui vont dans le sens des accords d'entreprise, qui sont un petit pas vers plus de subsidiarité et une sorte de trace de corporatisme. Par l'aigle, je suis d'accord que l'AF constate, donc l'Action française, je vais simplifier en AF, constate ou que l'AF défend, puisque c'est pas tout à fait la même chose, donc c'est pour ça que je me permets de poser la question. Alors, petit point doctrinal du coup pour répondre, l'AF défend parce qu'elle constate. C'est-à-dire que on est fidèle à notre fond de commerce, à notre doctrine, à savoir en l'occurrence l'empirisme organisateur. C'est-à-dire que c'est une technique d'analyse développée pour faire simple par Charles Maurras. Évidemment, ce n'est pas que Charles Maurras seul. Charles Maurras vient de quelque chose aussi. Voilà, qui n'est pas assimilable complètement pour les puristes au positivisme. Enfin bon, c'est pas le débat ici, mais pour les puristes c'est dit. Donc l'AF constate ce déséquilibre. Le salarié n'est jamais assez protégé et comme l'a dit Stéphane, les entreprises sont jamais assez flexibles. Elles peuvent pas avoir un recul suffisant et des moyens d'action par rapport au contexte économique mondialisé qu'on connaît. Donc l'AF défend cette position et après va défendre certaines propositions ou du moins une certaine ligne d'action puisque l'AF n'a pas vocation à faire un programme, l'AF n'est pas un parti.
Voilà. Donc l'AF défend cette position parce qu'elle le constate et elle va défendre une ligne ou des propositions sur ce point-là. Donc sur la question de la loi, de manière à ce que ce soit bien clair, l'AF n'est pas forcément pour la loi. Par contre, elle reconnaît que sur certains points, notamment pour les accords d'entreprise, la loi tendait vers une solution qui pouvait aller dans le bon sens. Ou je n'ai pas forcément bien compris. C'est-à-dire dans le micro, c'est mieux. Ouais, c'est mieux dans le micro. C'est-à-dire qu'une loi qui va dans le sens des accords d'entreprise, on y trouvera au moins sur ce point-là un certain intérêt. En revanche, dire que la loi El Khomri va vers les accords d'entreprise, c'est plus c'est plus compliqué quand même. Oui. Non, ce n'était pas ma position non plus. Très bien. Donc, quelles actions ont pu être menées à la suite de ce constat? Alors, concernant la loi du travail spécifiquement, l'Action française a mobilisé ses étudiants et ses militants lors d'un tractage accompagné d'un déploiement de banderoles à Bordeaux, évidemment, à Bordeaux 3 et 4, entre Bordeaux 3 et Bordeaux 4, donc avec le slogan loi El Khomri, République antisociale. Pourquoi? Donc simplement pour dénoncer une loi qui, selon nous et selon notre point de vue, notre doctrine, etc., est antisociale, car elle constitue un pas de plus. Alors on peut discuter de l'intensité de ce pas supplémentaire, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un pas supplémentaire vers vers le libéralisme que nous rejetons. Et surtout aussi pour insister sur le fait que justement les problèmes posés par cette loi viennent d'un système global et il ne s'agit pas de faire des ajustements aux marges faire des ajustements aux marges ne suffira pas, comme le fait cette loi, ne suffira pas à régler le problème. Et donc c'était une manière aussi de souligner les contradictions d'une certaine opposition. Nous pensons par exemple à certains syndicats étudiants qui, en 2012, appelaient à voter pour la majorité qui, aujourd'hui, fait passer cette loi-là. Voilà. Oui, juste pour préciser un point, donc vous n'êtes pas du tout sur la même ligne que peut l'être par exemple l'UNI, qui défend le fait que ils s'opposent à la loi parce que celle-ci n'est pas jugée assez libérale. Puisque vous rejetez donc le libéralisme. Donc, je crois que vous aviez un point. Non, je donne un petit détail sur. Donc, on s'est engagé aussi dans la plupart des grandes villes de France. On a des sections bien organisées, à Paris évidemment, à Lyon, à Lille, à Grenoble, à Marseille, où la section a notamment participé aux manifestations contre la loi El Khomri. Et d'autre part, à Lyon, plus particulièrement, la section s'est opposée au blocage de la faculté. Cela dit, il faut préciser qu'on est contre toutes les méthodes. Il y a des méthodes qui sont pas forcément légitimes ou qu'on ne peut pas forcément valider. Oui. Alors c'est également la raison de l'entretien de ce soir, puisque dans l'entretien que nous avions eu avec le comité de mobilisation de Bordeaux 3, il avait été reproché par les membres, donc qui avaient été interrogés, que l'AF, alors des personnes qui avaient été assimilées, en tout cas à l'AF, qui nous répondraient sur cette question, avaient donc eu des actions sur le campus de Pessac, entre l'IEP, Bordeaux 4 et Bordeaux 3, et avaient fait des tractages et des affichages avec des slogans, alors, qui ne devaient pas être la République antisociale, mais des slogans que les personnes avaient préféré taire pour des raisons que j'avais moi-même exprimées, puisque je leur avais dit qu'il fallait pas non plus choquer les oreilles sensibles. Voilà. Donc, si vous pouvez nous expliquer la position par rapport à ça, ce qui s'est passé selon vous, et si vous aviez eu connaissance, dans le cas où ce ne serait pas de votre fait, de ces actions. Je vais essayer de rester calme. Déjà, premièrement, ce qui s'est passé à Sciences Po, on l'assume totalement. Si on parle bien de la même chose que ce dont parlent les gens du comité de mobilisation de Bordeaux 3, puisqu'il y a ça environ 2 ans,
Bernard Cazeneuve, qui était alors successeur de Cahuzac, était venu à Sciences Po pour le grand oral avec Sud-Ouest. Et on avait décidé, dans le cadre de la dynamique du Printemps français, et même avec quelques membres de l'Alliance royale, qui est un parti royaliste qui existe, qui est présent à Bordeaux, d'aller faire entendre un peu notre voix sur le principe de l'agitation propagande à Sciences Po. Voilà ce qui a été fait. Donc concrètement, slogan, quelques tracts, des panneaux, des feuilles A4 avec des slogans dessus, et on a gentiment et joyeusement perturbé cette conférence dans la tradition d'AF. Chez nous, on appelle ça une talamade. Voilà, en référence au professeur de la Sorbonne désintéressé et en faire des recherches. Pour ce qui est plus récent, l'AF évidemment colle régulièrement autocollants et affiches sur le campus universitaire, n'en colle plus à certains endroits pour des raisons légales et judiciaires, on va dire. Donc on fait extrêmement attention pour ces mêmes raisons à ce que nous faisons en règle générale déjà, et surtout à cet endroit-là. Donc on a constaté à la fac un certain nombre de dégradations de nos yeux, puisqu'on y est sur ce campus, qui ont été hélas sans surprise attribuées à l'AF, pour deux raisons. Parce que ça arrange bien les personnes qui font courir ce bruit, et la deuxième raison étant qu'à côté de slogans que l'Action française ne cautionne absolument pas, et on tient bien à le noter ici, était à poser des autocollants de l'AF. Troisième raison, on est très présent. Et sauf que, oui, bien sûr, l'autre raison, c'est qu'on est très présent et que ça embête beaucoup certaines personnes, mais tant pis. Et donc, ces autocollants de l'Action française ont été collés concrètement pour nous discréditer, parce que nous ne sommes absolument pas l'auteur de ça. Ce sont pas des slogans tout ce qu'on fait est plus ou moins public. On communique dessus, donc les gens peuvent très bien les voir qu'on ne tague jamais ce genre de slogan. C'est pas du tout notre manière de procéder. Concrètement, c'était pas d'enquêter, mais il faut savoir déjà qu'on rencontre beaucoup de personnes et on distribue des autocollants de l'AF aux personnes intéressées qui nous en demandent. Et les autocollants sont aussi en vente libre sur notre boutique, sur la librairie de Flore. Donc on est en train d'enquêter pour voir qui se serait fait envoyer des autocollants dans le coin de Bordeaux depuis la librairie de Flore. Voilà. Merci pour la précision. Donc, qu'on soit bien clair, ce n'est pas une action qui a été menée par l'AF, et donc effectivement vous ne comprenez pas l'accusation qui a pu être portée par les personnes du comité de mobilisation à votre égard. Ce que nous comprenons bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport donc à votre action, peut-être un point marquant? Alors nous avons bien noté la présentation, la conférence par Monsieur Philippe Ménard, donc soyons clairs qui n'est pas le maire de... Non, Robert Ménard. Voilà, oui, non, mais voilà, oui, peut-être un autre jour. Oui, voilà, mais qui n'a donc aucun rapport avec cette personne. Donc le maire de Brive. Béziers. Voilà, je n'y arriverai jamais. Le maire de Béziers, donc pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Peut-être d'autres conférences ou d'autres actions particulières. Oui. Tout simplement le colloque national de l'Action française, qui est le deuxième ou le premier moment, je ne sais pas, le plus important de l'année avec le CMRDS. Cette année, donc, ça sera sur le thème « Je suis royaliste, pourquoi pas vous ?» avec beaucoup d'invités très sympathiques de tous bords. Il me semble qu'il y aura des journalistes de Marianne, des personnalités plus connues de la mouvance nationale. Voilà. Je laisse la surprise et je vous invite à vous joindre à ce bon moment d'Action française et surtout un mouvement d'unité nationale. Et le dimanche, comme c'est la coutume depuis 1920, nous rendrons hommage à Jeanne d'Arc avec les patriotes de l'Action française à 10h à Opéra. Donc j'invite toutes les personnes qui voudraient y participer à nous contacter. Nous allons organiser des covoiturages pour monter à Paris. Parfait. D'autres non. Très bien. Je
pense qu'on va ça. Oui, juste deux. Oui, alors moi je pensais qu'on serait revenu un petit peu plus sur la loi El Khomri, mais oui, non mais allez-y alors oui. Mais juste après, mais du coup je finis juste pour sur l'action française et sur la section. Je voudrais expliquer en règle générale ce que fait la section étudiante de l'action française à Bordeaux. Donc on essaye d'avoir un éventail d'actions le plus large possible. C'est-à-dire que notre première exigence, c'est pas de formation, pas d'action sans formation et pas de formation sans action. Parce que l'AF ne se veut pas un mouvement d'activistes sans cervelle et ne se veut pas non plus un salon de thé intellectuel. Voilà, la formation appelle une action militante derrière, si elle n'est pas déjà d'ailleurs une action militante. Et donc sur cette action militante à proprement parler, on a beaucoup parlé de la formation, on va parler un peu militantisme, on essaye d'aller sur tous les terrains où on peut. Donc on balaye des tranches d'âge des lycéens jusqu'aux jeunes professionnels, évidemment du coup des étudiants en majorité. On privilégie des actions très régulières de militantisme classique, tractage, collage d'affiches, autocollants, et un militantisme aussi qui est propre à l'Action française, qui est la vente du journal, donc l'Action française 2000, qui, je tiens à préciser, est le seul journal viable en France aujourd'hui et qui n'a aucune subvention d'État. Par-delà de ça, on demande à nos militants de rayonner en permanence. J'entends par rayonner, de faire rayonner leurs idées, pas forcément directement, de faire rayonner la ligne d'Action française pour essayer de se réapproprier tous les terrains, tout l'espace public. Voilà, l'homme est un animal politique, donc réapproprions-nous tout cet espace. Et ça peut aller d'une simple discussion jusqu'à un engagement syndical dans des associations de quartier, dans d'autres associations même qui vont favoriser le lien social. Voilà, on veut préserver ce lien social aujourd'hui, on pense qu'on en a besoin. Les Français ont besoin de faire France aujourd'hui. Donc voilà. Et dernière petite précision, la section dispose de tous les moyens modernes pour être suivi, une page Facebook Action Française Bordeaux, un Twitter, un site internet, voilà. On n'a pas Instagram encore. Désolé. Voilà. Et non, pour la loi, enfin on avait, enfin les autres sont rentrés un peu plus dans le détail, donc si nous aussi on peut en dire quelque chose. Alors premièrement, ça n'a pas trop été dit tout à l'heure. Enfin, on a dit que cette loi ne changerait rien, peu importe dans le sens dans lequel elle allait, encore moins dans le sens dans lequel elle va aujourd'hui, puisqu'en fait elle dépend d'un système global. Les auditeurs sans doute certainement, mais on pense que la question de l'emploi aujourd'hui est la conséquence d'un système à bout de souffle. Et on regrette que cette loi n'arrive pas à sortir d'un certain état d'esprit, à savoir que le chômage n'est vu que de manière technique, n'est traité que de manière technique, et ça n'a pour but, tout le monde le reconnaîtra, que de jouer sur les statistiques, comme ont pu le faire, ont tenté de le faire les emplois jeunes, et évidemment juste avant des échéances électorales. L'Action française demande, c'est partie de ces pistes, de ces axes dans lesquels les réformes doivent être menées, selon nous, demande à ce qu'on réorganise la question du travail dans des institutions communautaires et politiques qui sont naturelles, pour privilégier des solidarités qui sont naturelles, et il faut arrêter d'opposer les patrons aux salariés. Il faut sortir de cette fracture, sinon on n'y arrivera jamais. Et de toute façon, encore une fois, l'Action française ne veut pas tolérer le simple fait qu'on laisse le choix aux Français qu'entre précarité ou chômage. Juste une question pour préciser votre pensée, en tout cas essayer de le faire. Lorsque vous parlez, donc, j'ai bien compris, de groupement naturel, enfin de solidarité naturelle, quelle est en fait l'idée derrière? Parce que c'est par exemple des corps de métier qui se regrouperaient dans une solidarité, sur l'idée des corporations
d'Ancien Régime ou Sur l'idée des corporations, oui. Sur l'idée des corporations d'Ancien Régime, oui, pas forcément. La F, d'une certaine manière, n'est pas réactionnaire, puisqu'elle ne veut pas retourner à un système ayant déjà existé. Non, voilà, pas forcément. Mais donc oui, les corporations, oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que la corporation, oui, mais de toute façon, aujourd'hui, tel qu'est le système, si demain il y a un rond en France et que tout va bien, on n'y est pas du tout, du coup. Corporation par corporation, ce ne sera pas possible de mettre en place un système entièrement corporatif. Évidemment, il faut adapter les choses, mais ce qui doit primer, c'est l'intérêt du métier. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'arrêter de faire s'opposer intérêt du patronat et intérêt des salariés, il faut privilégier l'intérêt du métier. Voilà. Et c'est comme ça, en plus, qu'on retrouvera un vrai savoir-faire et une compétitivité en France. Je vais y arriver. Sinon, je fais une veine sur Google+. Sinon, sur le... Pardon. 1, 2, 3, je vais y arriver. Bref. Sur le modèle un petit peu des compagnons de France, qui peuvent être... pas forcément un axe de recherche, mais une idée de formation et une idée de solidarité que vous pourriez qualifier dans ce cas-là de naturel, peut-être. Les compagnons de France sont un héritage, justement, du corporatisme, mais des corps d'Ancien Régime. Mais l'idée est toujours... en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la Révolution française, c'est que nous prenons le principe de subsidiarité. Il y a la monarchie que Maurras appelle de ses voeux et que nous appelons de nos voeux, que nous souhaitons instaurer, et pas restaurer. C'est une monarchie fédérative, c'est-à-dire une monarchie qui est centrée autour du principe, une monarchie dans laquelle le roi serait une espèce de pivot, un arbitre, et qui structurerait un ensemble beaucoup plus organique et beaucoup plus souple, dans lequel les responsabilités et les décisions sont prises par le plus petit échelon possible. C'est-à-dire que dans le cas de l'organisation du travail, par exemple, ce n'est pas à des directives, par exemple européennes, complètement déconnectées des réalités du métier, d'édicter des principes d'organisation, des interdictions, des autorisations, etc. C'est au contraire au métier de savoir ce qui est bon pour lui, pour défendre son travail en tant que source de revenus, mais également son travail en tant que quart, finalement, parce que c'est ce que la modernité a fait perdre un petit peu à certains métiers. Et donc voilà, c'est ça un petit peu ce que nous défendons, c'est une organisation organique du travail qui permettrait de réconcilier finalement les intérêts tant des patrons que des salariés. Et pour résumer ce qu'a dit Horace, il y a le célèbre slogan de notre action française qui est l'autorité en haut et les libertés en bas. Donc autorité en haut pour le roi qui est qui incarne la souveraineté de la France et qui est sur du coup les pouvoirs régaliens le roi, et les libertés en bas, donc comme on l'a dit au niveau des organisations du travail et toutes les autres communautés naturelles, à commencer par la famille qui est la première et la plus éminente de toutes, donc la famille, le travail et ensuite les organisations territoriales, on va dire, et que sont les provinces. Si vous me permettez, je voudrais rajouter une dernière chose, c'est que en tout cas sur ce problème-là, c'est que nous prenons il y a une condition sine qua non à ce que tous ces problèmes posés par la loi El Khomri soient réglés, c'est que la France recouvre sa souveraineté. Souveraineté qui, selon nous, doit être incarnée donc par la personne du roi, mais surtout, principalement la souveraineté, car ce n'est qu'avec le recouvrement de notre souveraineté que nous pourrons, avec un pouvoir politique qui aurait vraiment, je dirais, des leviers de commande dans les domaines régaliens, nous pourrons mettre en place des mesures structurelles et systémiques qui pourront justement amener à ce que la solution évolue. Mais sans recouvrement de notre souveraineté qui actuellement est battue en brèche,
nous ne pouvons pas espérer quelque amélioration sociale dans notre pays. Deux petites remarques, très toutes simples, qui résument un peu ce qu'ont dit Stéphane et Horace. Pour nous, la vision que nous avons des corps de métier, c'est avant tout un contre-pouvoir au roi, si jamais il y avait un roi, voilà. En tout cas à l'État. Et deuxième petite note on a depuis le début, on n'en a pas trop parlé, mais c'est ce qu'a dit Yves à propos de, comment dirais-je, du bidouillage, parce qu'on assiste du bricolage en fait depuis que cette loi a été mise en place. C'est que justement, là, après c'est la question de la continuité. C'est-à-dire que le pouvoir, la continuité du pouvoir incarné dans le roi notamment, est essentielle. Si vous voulez, là on peut rejoindre sur tous les autres sujets. Nous on a mis en place pour revenir aux activités de la section, on a mis en place beaucoup d'autres activités, et un des maîtres mots, c'est l'idée de continuité. On veut assurer une continuité, et sur tous les sujets, c'est-à-dire par exemple sur la question écologique. Comment traiter je prends la question écologique parce que c'est un sujet qui est aussi pour changer un peu, mais je reviendrai un peu sur le sujet, sur des sujets qui demandent beaucoup de temps pour remodifier et pour restructurer les choses. Or, avec le système que nous avons des CDD, c'est lequel, enfin, faire le jeu de mots de système politique. Nous, on veut un CDI, et un CDI bien structuré, bien organisé. Alors, la question va peut-être vous sembler... on va un petit peu sortir quelques secondes de la loi El Khomri, mais on l'avait également fait avec l'UNI, donc la question va pas être dérangeante. Lorsque vous parliez de CDI pour l'État, enfin, le pouvoir qui doit détenir le pouvoir régalien, est-ce que dans ce cas-là, la Constitution, mais alors je parlais de la Constitution de 58, la Constitution à l'ancienne, avec un septennat, avec un président fort. Alors vous me direz, avec un costume qui n'est taillé que pour le général, et encore, il y avait des moments où on se posait des questions, s'il l'excédait pas. Pendant monarchique avec les décrets-lois, etc. Et si elle est si monarchique, je pense que c'est grâce à l'origine et à la formation du général de Gaulle, qui, comme tous les gens de son milieu, de son époque, ont été formés à l'Action française, et donc, oui, c'est vrai qu'il a façonné une république qui est peut-être la moins pire de toutes, mais qui manque la personne du roi et l'hérédité et la continuité, etc. Si nous pouvions faire un trait d'esprit, nous pourrions paraphraser Churchill et dire que c'est le moins mauvais des régimes à l'exception de tous les autres. Mais il parlait de la démocratie. Oui. Mais on valide pas pour la non, mais tout a été dit quand vous avez dit que la 5e République était faite pour le costume de Gaulle, c'est-à-dire que c'est pas ma formule, c'est celle de la personne qui est deux fois à ma droite. C'est que la 5e c'est par de Gaulle pour de Gaulle, et ça va être la principale différence avec l'idée de monarchie qu'on défend, puisque une monarchie peut-être que de prime abord, la monarchie que nous défendons en tout cas est par essence moderne et adaptée à son temps. Peut-être que ça paraît bizarre dans l'esprit des gens, mais une monarchie qui dure est une monarchie qui s'adapte. La monarchie de 987 et la monarchie de 1789, c'est la même, mais c'est pas la même non plus. C'est-à-dire que c'est pas la même dans ses institutions, c'est pas la même dans sa manière de fonctionner. En revanche, c'est toujours la même forme de pouvoir qui s'est construit. 987, c'est peut-être pas le très bon exemple, parce qu'évidemment la monarchie n'est pas construite encore, mais l'État n'est pas construit, et la France n'est pas réorganisée. Mais ça reste le même esprit politique qui anime l'action politique. Et par exemple, on ne va pas encenser non plus la 5e. Pour je prends deux choses comme ça. Quelque chose qui ne me satisfait pas du tout, ça va être la question centralisation-décentralisation, par exemple. Et la deuxième, c'est que aussi la 5e, paradoxalement, elle est aussi très instable, puisque quand le président de la République n'a pas les rênes, la 5e République mène à une catastrophe. Et alors, j'ajouterais à ce qui a été dit
que la différence entre la Ve République et la monarchie que nous appelons, c'est que la Ve République, même si elle est pensée par un homme qui avait la haine des partis, reste un système de partis. Et la monarchie, le roi, est par essence l'ennemi des partis. Nous avons fait un cercle il y a quelques semaines sur justement la querelle des Armagnacs et des Bourguignons, où nous avons vu que même si, lors d'une guerre civile, car c'est ce qu'il faut appeler ça de cette manière-là, donc c'était pendant la guerre de 100 ans, même pendant une guerre civile, si le roi peut s'appuyer sur l'un des deux camps pour arriver à arrêter la situation, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de reprendre sa couronne, de reprendre sa souveraineté, et finalement se dégager des partis et des factions en place. Et je vais reprendre une formule de Maurras, ce qui fait la supériorité justement de la monarchie qui est au-dessus des partis, c'est que le roi effectivement n'est pas simplement n'est pas un autocrate du tout. C'est quelqu'un qui arbitre et qui prend la décision après consultation. L'Ancien Régime avait des formes de consultation de différents groupes, etc. Les corps de métier, les états généraux, les communautés, les municipalités, etc. Et les universités également d'ailleurs. Et donc, ce que dit Maurras, c'est que le roi évalue les témoignages au lieu de compter les témoins. Et je pense que c'est ça la différence centrale avec la démocratie, c'est qu'en démocratie, on compte les témoins, et en monarchie, on évalue les témoignages. Et qualitatif. Et la cinquième, pour les juristes, n'est pas un régime présidentiel, c'est un régime parlementaire, et l'action française est anti-parlementaire, comme tout le monde l'aura entendu. Oui. Je ne rentrerai pas dans le vieux débat que nous avons avec Steven, dont un jour nous ferons une vidéo qui ne sera regardée que par les puristes de l'histoire constitutionnelle, et qui consiste à expliquer que la France n'est pas une démocratie mais une république, et qu'il y a une différence de filiation historique gigantesque, qui est que la démocratie est grecque et que sauf Sparte, et que la république est romaine plus Sparte. Voilà, mais ça c'est une vidéo. Voilà. Bon, bref, un jour on le fera, et ça fera tellement peu de vidéos qu'on arrêtera la chaîne. Nous allons revenir à la loi El Khomri, car quand même c'est ce qui nous occupe ici. Alors, bien entendu, le projet qui a été présenté à la base a depuis été largement réformé, notamment sur les questions de la religion au travail, qui a au final été abandonné. Le projet, a été écarté à la Chambre. Pour revenir sur la refonte, puisque ce n'est même plus une réforme de la réforme, mais c'est une refonte du projet. Est-ce que vous avez une position sur les atermoiements, le moins qu'on puisse dire, du gouvernement par rapport à cela? Déjà, le premier constat, sans rentrer dans le détail de la loi, mais on va y venir, c'est que le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait. Pardon. Le gouvernement avance avec une loi qui n'est, entre guillemets, on va dire pas de gauche, avec un projet de loi qui n'est, entre guillemets, pas de gauche, recule devant la mobilisation, recule comme toujours peut-être pour mieux sauter, mais recule pas tant que ça en fait. La loi pose, la réforme du projet de loi qui va être examiné début mai si je ne m'abuse, pose toujours un gros problème, notamment sur les licenciements économiques, puisque l'article 30, je crois, permet toujours les licenciements économiques en intégrant en fait la jurisprudence, c'est-à-dire qu'on va même avoir un espèce de pouvoir du juge là-dessus, des licenciements en plus qu'on va nous faire penser, un article 30 qu'on nous fait penser plus adapté aux PME, aux TPE et PME, puisqu'on a adouci le régime de licenciement économique. Les entreprises de moins de 11 salariés ont besoin d'un trimestre, de plus d'un trimestre, donc un trimestre et un jour, de baisse de chiffres,
pour pouvoir avoir recours à des licenciements économiques. Et ensuite, selon le nombre, on est à 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres. Il faut quand même signaler que derrière, l'État donne, les entreprises reçoivent des aides de l'État pour combler normalement leur baisse de chiffres. Donc on est dans quelque chose de complètement paradoxal. Il y a une espèce en plus de gabegie d'argent là-dedans. Et sur les licenciements économiques, c'est pas du tout réglé. Un autre truc qui est un enfumage et qui est aussi du bricolage, c'est le compte personnel d'activité. C'est-à-dire que ce serait en fait c'est un pack droits sociaux, qui comprend alors entre autres formation, la pénibilité, le compte épargne-temps, mais qui est rattaché à la personne du salarié. Et on nous dit c'est très justifié parce que en réalité aujourd'hui ce compte personnel d'activité vient répondre à une double exigence qui est celle du patronat. Le patronat veut un salarié qui soit mobile, et une réalité, c'est que le salariat est mobile. Concrètement, un travailleur mobile, c'est un travailleur qui change tout le temps de job. Concrètement, c'est un travailleur précaire. C'est ni plus ni moins qu'un travailleur précaire. Donc en fait, on va encourager encore plus cette précarité qui est rattachée aux travailleurs. Et lundi, Valls, en plus de ses promesses aux jeunes et essentiellement à l'UNEF, a annoncé en plus, encore une fois pour encourager évidemment les CDI, et alors non seulement rien ne prouve que ça marche, rien ne prouve que ça va marcher, mais surtout là n'est pas le principal objectif, annonce une taxe plus lourde sur les CDD. Donc les entreprises aujourd'hui ne sont pas assez taxées et ont besoin d'être encore plus taxées sur les CDD pour relancer et pour améliorer, c'est-à-dire retrouver même une croissance. C'est quelque chose qui est complètement hasardeux. On peut pas. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça concrètement. Où est la logique? Je crois qu'un jour, il va vraiment falloir que j'arrive à trouver une personne qui arrive à soutenir cette loi, mais je sens que je vais avoir de plus en plus de mal. D'où l'intérêt du... Non, même plus. Oui, non, alors, le MEDEF sur Bordeaux, en plus, le MEDEF sur Bordeaux, d'ailleurs, ne veut pas intervenir dans a priori, dans cette émission, donc, il n'y aura pas. Nous avons demandé à la CGPME, qui a priori étudie la question, sachant que nous avons également demandé à des syndicats professionnels, CGT et CFDT, s'ils voulaient intervenir, et ils étudient la question. Ce sera pour la deuxième partie de l'émission. La troisième étant, nous l'espérons donc, un débat entre une personne, un représentant UMP et un représentant du Parti Socialiste, qui pourront débattre sur la question avant donc une quatrième partie qui sera un débriefing par un juriste spécialisé sur la loi travail. Alors, par rapport, alors, nous avions également eu l'occasion de parler avec les autres organisations étudiantes, et notamment le comité de mobilisation, des différentes mobilisations qui ont eu lieu à Bordeaux ou en France, et notamment du phénomène, on peut maintenant parler de phénomène, des nuits debout. Alors, est-ce que l'Action française appelle alors vous nous avez dit donc c'est que à Lyon, je crois, et à Marseille, où les à Bordeaux, de manière indépendante aussi. Voilà. C'est-à-dire que les membres pouvaient participer aux manifestations. Est-ce que l'Action française, parfois, appelle ses membres à manifester, pas forcément sous une banderole Action française, mais de manière indépendante? Malheureusement, sous une banderole Action française, ça serait trop facile, et puis même, justement, on va pas forcément toujours tomber dans ce côté signer et revendiquer bêtement, justement, pour ce qui permet, enfin, justement, ce qui empêcherait de bien défendre ou de combattre cette loi. Donc, sur les nuits debout d'abord, en général, donc nuits debout, donc moi, à titre personnel, ce qui m'a amusé, c'est que j'ai vu ça, donc c'était sur la chaîne parlementaire ou sur BFM TV, où il s'amusait à dire que c'est incroyable cette gauche qui est vraiment novatrice. Enfin, excusez-moi, mais il y a 2 ans, les veilleurs
de même 3 ans bientôt, il y a 3 ans, déjà étaient des milliers, enfin au moins des centaines et des milliers, pour pacifiquement lutter contre la loi Taubira. Par rapport à Nuit debout, quelle remarque, nous on avait relayé sur notre page Facebook l'article qui mettait en avant donc les prises de parole où tout le monde s'appelle Camille, etc. Et justement pour montrer ce déplacement de cette gauche, enfin, comment dire, le déplacement de la question sur la question même sociétale qui reprend plus d'importance, c'est-à-dire que tout le monde s'appelle Camille, il n'y a pas de on martyrise pas chacun suivant son... Oui, parce que Camille aurait pu appeler Dominique aussi, ils ont choisi Camille. Ouais, exactement. Frédéric et Lagarde, ça peut se repérer au niveau de l'orthographe. Ouais. Claude. Ouais, voilà, Claude. Bref, ils sont amusés, ils ont pris Camille, je sais pas, peut-être pour Camille Desmoulins, ça faisait plaisir. Et donc, nous avons participé, après pour rapport aux manifestations, à titre personnel, on a... chacun est libre d'y participer. Nous avons des militants qui avons participé, même dans d'autres villes, à Nantes aussi, qui ont en plus mis en avant leur participation. À Marseille, évidemment, à Paris aussi, nous étions dans les mobilisations. Donc voilà, c'est important aussi de faire corps, c'est RPS avec les Français sur des questions qui ont lieu. C'est aussi rigolo de voir que quand des militants d'Action française veulent se joindre au cortège et qui sont reconnus, ils se fassent jeter de la manifestation. En fait, ceux qui ont les rênes de cette manifestation font un peu l'éloge des frontières, hein, si je fais un jeu de mots littéraire dessus. Oui, c'est l'éloge des frontières. Et voilà. Derrière ça, que ce soit les manifestations ou Nuit debout, on peut quand même noter qu'il y a une volonté de refédérer le peuple de gauche en dehors, ça c'est sûr, du Parti socialiste, mais il y a eu quelque chose d'assez intéressant sur le plateau dont on n'est pas couché. Il y a Caroline Dehaas qui a lancé la pétition au début contre la loi travail, était interrogée par Léa Salamé, et Léa Salamé lui dit il y a, je crois, 1,4 million signataires sur cette pétition, et derrière quelque chose qui n'arrive pas à se traduire électoralement, et elle prenait comme exemple les quasiment 0% de Caroline Dehaas aux européennes, il me semble. Et elle demande pourquoi il n'y a pas cette traduction dans les chiffres, voilà, puisque c'est encore une fois on compte, il faut compter, il faut être compté pour être entendu. Pourquoi? Mais nous on a une réponse toute simple, c'est que aujourd'hui le peuple français aspire, ou s'il n'aspire pas en tout cas, a besoin, se retrouve confronté à la nécessité de sortir d'un système partisan. Voilà. La démocratie représentative et le système des partis ne fonctionnent plus. Voilà. Sinon, la fédération de tout un peuple de gauche, etc., de manière assez large, en fait, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est la lutte et une vision sociétale qui est la même quasi la même de l'extrême gauche radicale jusqu'à ceux qui sont en carte PPS. On retrouve quand même les mêmes acteurs là-dedans qui essayent tant bien que mal, mais enfin plutôt mal concrètement, à refédérer un peuple de gauche. C'est pas l'idée qui les fédère, c'est plutôt la volonté d'essayer de reformer une grande gauche, etc. Donc plutôt plouf, et ça s'essoufflera aussi vite que c'est venu. Que le temps de voir. S'il a plu parce qu'elle met, j'en suis très content. Mais vous savez que c'est l'une des seules choses que le président Hollande a réussi à effectuer, c'est comment il a rempli les nappes phréatiques. Voilà. Alors, maintenant que cette blague de Laurent Gérard a donc été redite, nous allons pouvoir passer à la suite. Alors, par contre, je vais juste vous demander un avis sur le principe de Nuit debout. Est-ce que vous y avez participé, ou est-ce que vous pourriez participer à l'une d'entre elles? Je vois que des têtes qui font non. Voilà. On y est
On y est passé. Oui, on y est passé en tout cas à Bordeaux. On a il me semble que dans d'autres villes, on a des camarades qui ont pu y participer. Mais sinon, en tout cas, à Bordeaux, oui, on a. Non, en tout cas, là, il me semble que ce soir il y en a une. Bon, il pleut dehors, donc je pense que Jean-Charles et Louis-Robert vont rentrer dans leur appartement à Gambetta et cours de l'intendance, parce que c'est important quand même de pas trop se mouiller dehors. C'est une petite, je fais un petit clin d'œil parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé à Paris quand on regarde un peu les gens qui sont dedans. On a plus l'impression parfois, c'est un peu, je peux dire ce que je veux dire, mais de fils à papa qui vont attendre que la pluie ait arrêté de tomber pour rentrer, faire gentiment se coucher et stopper la révolte. Alors je voudrais ajouter quelque chose sur la nuit debout. Alors au-delà de ce que à titre individuel ou collectif on peut penser de ces manifestations, elles illustrent quelque chose qui est intéressant en soi, c'est que les choses bougent assez vite en ce moment. Alors j'ai écouté rapidement un micro-trottoir que vous aviez fait justement ici. Et j'avais aussi regardé quelques vidéos sur les nuits debout un peu partout en France, et il en ressort quand même une chose d'assez ce qui est assez général dans ce qui ressort de ces nuits debout, c'est qu'on a un nombre croissant de Français qui sentent que quelque chose va mal. Ils n'ont pas forcément tous les mots pour les formuler, ils pointent peut-être pas tous les mots primordiaux, etc. Mais il y a une aspiration au changement, mais une aspiration à mieux. Et je pense que on peut se moquer enfin moi je trouve ça un peu ridicule, on vaut mieux que ça. Mais je pense que c'est un petit peu ça reflète assez bien ce que les Français attendent. Ils pensent vraiment que ils veulent vraiment, ils aspirent vraiment à mieux. Et mais ce que ça traduit aussi également, c'est qu'il y a une rupture majeure entre la gauche institutionnelle et, je dirais d'une certaine manière, le peuple de gauche. Enfin, c'est la gauche égale. Et la gauche égale d'une certaine manière. Oui, voilà, la gauche égale et la gauche réelle. Et alors j'en veux pour preuve. Alors j'avais Jacques Julliard, donc éditorialiste chez Marianne, a été interviewé par Alain de Benoît dans la revue Éléments. Donc déjà, la chose en elle-même prouve que les lignes bougent assez vite. Et donc, je vais le citer. Donc il répondait sur justement ce divorce entre la gauche et le peuple. Et il disait donc, ma conviction absolue, en tout cas, est que ce n'est pas dans un retour au parlementarisme que se trouve la solution d'un nouvel équilibre des pouvoirs. J'en vois la preuve dans l'importance prise dans la société actuelle par la vie associative. Et je pense que c'est exactement cette tendance-là qui est reflétée par, maladroitement peut-être, par Nuit debout. Et je pense que ça peut être vu comme un signe positif. Il y a un début de réactivité. Ce qu'on peut donc dire, c'est que Monsieur le Premier ministre aura donc l'occasion d'avoir une deuxième personne qui le traitera de crétin à la télé. Très bien. C'est une autre information de la soirée, si l'on peut dire. Nous faisons donc référence pour les auditeurs qui ne l'auraient pas entendu à la polémique avec Monsieur Michel Onfray qui expliquant qu'il préférait une bonne idée d'Alain de Benoît à une ineptie pour parler simplement de BHL, s'était fait remonter entre guillemets les bretelles par Monsieur le Premier ministre et lui avait expliqué par la suite qu'il était un crétin. Voilà. Nous rappelons que la chaîne ne soutient pas les propos diffamants envers les personnes handicapées, lourdement parfois, et qu'elle n'incite pas ni à la violence ni au débordement, comme ça a pu être le cas à l'université de Bordeaux-Ségalin sur le campus Victoire. Voilà. Oui, alors j'ai cru entendre d'ailleurs à ce sujet que dans une des précédentes émissions, que c'était quelque chose de tout à fait spontané en marge de la manifestation. J'ai effectivement pas envie d'y accorder l'importance que ça n'a pas, mais juste une petite précision. Ce qui s'est passé à la fac à Bordeaux-Ségalin n'était pas si en marge du mouvement que ça. Au contraire, c'était quelque chose, en tout cas dans la volonté,
je dis pas dans l'exécution, mais dans la volonté, c'était pas quelque chose qui était si en marche que ça. Pour revenir sur Nuit debout, etc. C'est-à-dire que il y a Nuit debout, il y a Valls lundi 11 du coup, parce que sur internet le temps n'existe pas, qui s'adresse aux jeunes. Et en fait, on a l'impression que le débat autour de la loi travail n'est plus qu'une question estudiantine en fait. On voit les lycéens dans la rue, ce sont les jeunes qui manifestent en première ligne quasiment tout le temps. Valls s'adresse aux jeunes. Il y a évidemment une grosse médiatisation autour de l'UNEF. Je pense que c'est assez dommage, même si effectivement les étudiants sont quand même les premiers concernés parce que c'est eux les travailleurs de demain, mais et c'est ceux qui sont le plus touchés par le chômage. Je crois que les 15-24 ans c'est 24% de chômage, et les étudiants sont eux aussi presque des étudiants presque précaires, puisque 73% des étudiants sont obligés de travailler le week-end, l'été ou le soir pour payer leurs études. Voilà, donc les étudiants sont tout à fait légitimes à se mobiliser, mais c'est un peu dommage, c'est un peu de la pression médiatique sur comme si on était en train de refaire un mai 68. Les étudiants mènent la mobilisation, mobilisent les travailleurs, mais derrière pour faire un nouveau mai 68, et je pense que c'est dommage parce que de cristalliser le débat sur un seul acteur, parce que les étudiants sont un acteur très important, mais pas le seul autour de la loi travail. Alors, c'est une question que j'aimerais d'ailleurs vous poser. Est-ce que vous trouvez normal, ou en tout cas, est-ce que vous comprenez que le syndicat qui est reçu par le gouvernement pour représenter les étudiants et l'UNEF qui, alors, là pour le coup, théoriquement, est censé être de gauche, est censé être pro-gouvernemental, normalement quand c'est un gouvernement socialiste, et que plusieurs membres du gouvernement ont été membres de l'UNEF, ont parfois eu des responsabilités très importantes dans l'UNEF. Je crois que c'était Monsieur Cambadélis, Daniel Valls. Oui, bon, un certain nombre de personnes de la majorité qui étaient, voilà. Est-ce que donc vous comprenez qu'il y ait aujourd'hui cette fracture, au moins apparente, entre le gouvernement et donc ces élites qui sont passées par l'UNEF antérieurement et le mouvement UNEF aujourd'hui, qui est presque dans une forme de rejet par rapport à ses prédécesseurs? Bah, ça paraît plutôt une fracture assez apparente, et finalement ça a peut toujours été comme ça, je pense. Les branches jeunes des mouvements politiques ont toujours été un peu plus radicales, et parce qu'elles se disent indépendantes. Mais à la fin, ce qui se passe, c'est que c'est toujours l'UNEF qui constitue un tremplin de carrière pour le parti socialiste, et donc que la fracture n'est pas réelle. Voilà, et que à la base l'UNEF était un vrai mouvement trotskiste, etc., et qu'aujourd'hui on les retrouve au gouvernement. Donc moi je pense pas que ça pose de problème, et que ça pose pas de problème, et qu'il y a une sorte de continuité historique. J'aurais juste ajouté aussi également, il faut voir leur représentativité réelle, et quasiment négligeable. Puis il y a de l'agitation, une mobilisation négligeable. Ils ne représentent pas. Quand on voit le taux de participation aux élections étudiantes et le score qu'ils font, bon, c'est leur représentativité réelle et leur légitimité est plus critiquable. Juste, on répondra à la question juste après. Merci. Sur l'UNEF, enfin, à la base j'aurais dit ça en commentaire, mais du coup on développe un peu, mais enfin déjà pour comprendre ce qu'est l'UNEF, il faut quand même comprendre que c'est le tremplin de la carrière politique vers le PS, c'est ce qu'a dit Stéphane, et entre les scandales de la MDE et les salariés de l'UNEF qui font carrière dans l'UNEF, et là récemment il y avait un truc qui tournait pendant 10 ans à la fac, 5 ans pour obtenir un master 1, voilà, ça s'appelle, malgré son jeune âge, un apparatchik d'un système politique qui est salarié d'un syndicat,
tout ça payé évidemment par contribuable. Mais donc les magouilles de l'UNEF, ça on connaît par cœur, les étudiants s'en rendent compte aussi. Mais moi je m'en fais pas pour tous ces gens qui manifestent dans la rue en première ligne aux côtés d'une extrême gauche radicale, etc. Qui se dit anti-libéral, ils finiront par se ranger bien tranquillement si le PS existe encore, ou dans l'officine qui la remplacera, comme on fait Coste et Placé au final. Voilà. À l'époque, il y avait la NCR. Oui, c'est pour finir en PS. Oui, vous savez que un ancien Premier ministre français était trotskiste et ça lui a coûté peut-être une partie de la présidentielle puisque, bien entendu, les Français ont préféré élire un bon gaulliste qui lui-même avait vendu l'humanité. Les auditeurs rechercheront la blague est très amusante. Simplement pour revenir sur la représentativité de l'UNEF, et là aussi j'invite les... il y a en fait, il y a Grenoble aussi où il y a donc c'est Rennes, c'est Dumbledore et c'est Simon Durif à Grenoble. Donc ça c'est des alors moi à titre personnel et je pense que mes camarades valident, c'est des petites initiatives qu'on trouve rigolotes et qui permettent justement de mettre une petite bistouille à nos amis de l'UNEF entre autres. Alors j'ai l'impression que ça fait rire peut-être jaune certains. Je vais peut-être pas revenir dessus. Les auditeurs pourront chercher. J'essaierai de mettre dans la description ou ou en commentaire un lien vers l'armée de Dumbledore avec page Facebook. Oui, ça m'étonne pas. Quand on n'a pas de chambre des secrets, on est bien obligé de trouver les secrets sur Internet. Et ceux qui ne comprennent pas, allez lire Harry Potter pour une fois que c'est conseillé par quelqu'un de sérieux. Ce sera dans une émission sérieuse, pardon. Ce sera bien. Voilà. Mais sinon, lisez Maurras. Oui, voilà, c'est une autre forme de lecture. Commencez par Harry Potter, ce sera plus simple. Le premier bouquin. C'est ça, pas sûr. C'est vrai. Bref, est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à la loi travail, par rapport aux manifestations Alors, si vous avez un appel à passer au gouvernement, ça a été fait dans une des vidéos. Je ne suis toujours pas sûr que le gouvernement écoute nos émissions. Je suis à peu près certain que la CIA ou la NSA les écoute, si vous avez quelque chose à leur dire. Non. Parfait, ça m'évitera de me faire striker sur YouTube. Eh bien, nous allons clôturer cet entretien ici. Alors, très exceptionnellement, et puis puisqu'il y a eu de la promo qui a été faite pour les réseaux sociaux, je vais moi-même en faire. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur YouTube puisque vous y êtes, et vous pouvez même essayer de nous retrouver sur Google+, mais de toute façon, personne n'y est. Une dernière intervention. Oui, je voudrais vraiment remercier du coup l'association de nous avoir invités pour... Ah oui, d'accord. Donc la chaîne YouTube, je pensais qu'il y avait un statut associatif derrière. La chaîne de nous avoir invités, saluer le travail de la chaîne, puisque le débat n'en sera que meilleur si tous les acteurs sont entendus de manière égale. Et à ce titre, justement, on est extrêmement ravis d'être entendus comme une autre structure politique sérieuse qui agit sur le campus. Et voilà, c'est tout à votre honneur de nous avoir reçus. Merci. C'est bien normal. Nous recevons des professeurs qui parfois dont parfois on peut se demander s'ils sont sérieux en cours. Nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas recevoir des étudiants dont parfois on peut se demander s'ils sont sérieux dans leur copie d'examen ou dans leurs activités autres. C'est bien normal. Eh bien, je vous remercie et nous allons essayer de revenir donc assez vite pour la suite de cette émission étude de cas. Normalement, en essayant de passer par maintenant les syndicats dits professionnels et peut-être les structures politiques dans une troisième partie. De toute façon, nous vous tiendrons au courant via les réseaux sociaux. Bonne continuation à tous. Merci messieurs. Alors, donc bien entendu, je ne me rappelle absolument pas des prénoms, donc ce sera un merci collectif. C'était beaucoup plus simple avec Léonie puisque c'était Guillaume tout le temps. Voilà. Merci et au revoir.